je dirais, nous nous dirigeons vers une confrontation d'une guerre civile au Liban qui ne va pas tarder et malheureusement, elle va tout simplement retarder tout le système libanais et le ramener 30 ans en arrière au moins. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient avec comme invité cette semaine Jacques Neria. Bonjour et shalom Jacques. Oui, bonjour. Jacques, vous êtes un ancien officier des renseignements militaires de Tsahal et un ex-conseiller politique et diplomatique du Premier ministre Yitzhak Rabin. Entre-temps, vous avez été aussi attaché militaire israélien en France, en Belgique et au Luxembourg. Et actuellement, vous êtes en activité au centre au GCPA, le Jerusalem Center for Public Affairs. En français, c'est le CAP, Centre des affaires publiques et de l'État, où vous continuez de publier de manière régulière des études approfondies sur les dossiers de la région. Alors, il semble, Jacques, que la situation politique et économique au Liban, mais aussi en Syrie, se soit beaucoup aggravée ces dernières semaines. Expliquez-nous pourquoi. Écoutez, le Liban traverse depuis l'année dernière, je dirais, une crise économique très sévère qui est à la base de tout ce bouleversement politique au Liban. Donc, rien que pour vous donner un petit exemple, la livre libanaise qui valait 1500 livres libanaises pour le dollar en octobre de 2019, aujourd'hui dépasse les 5000 livres libanaises pour un dollar. Donc, d'abord, c'est ce qui fait que l'inflation est énorme. Les prix ont tout simplement haussé de plus de 70% sur les denrées essentielles et les gens tout simplement sont en train de manifester parce qu'ils ont faim. Et en premier lieu, ils ont faim. Et cette faim est causée par, je dirais, par un pourrissement qui est continu du système politique libanais depuis des années, depuis des décennies, donc où les politiques profitaient du trésor public, se remplissaient les poches. Et rien que pour vous donner un autre exemple, c'est depuis octobre jusqu'au mois dernier, malgré les limites imposées par la Banque centrale du Liban, il y a plus de 6 milliards de dollars qui ont fui le Liban pour se réfugier en Suisse et dans d'autres refuges internationaux. Ce qui se passe, c'est que le Liban a besoin, donc il y a eu ce qu'on appelle une première révolution en octobre, où les gens ont dit OK, on en a marre, on en a assez du système communautaire au Liban, et il faut tout simplement rebâtir la République libanaise sur d'autres bases, des bases qui sont tout simplement dépourvues de toute allégeance religieuse. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Le gouvernement qui a été formé par Hassan Diab est un gouvernement qui est à la merci, je dirais, de Hezbollah, et comme le président Aoun aussi. Donc Hezbollah est en train de jouer avec ces marionnettes-là. Et aujourd'hui, le public libanais, loin de ce qui se passe dans le passé, se réveille à une réalité où il veut faire disparaître Hezbollah. Hezbollah est le responsable en premier lieu du drame économique au Liban. Imaginez-vous que les frontières, il y a 120 passages entre la Syrie et le Liban, il y a le port de Beyrouth, il y a l'aéroport de Khalde, l'aéroport international, tout cela est aux mains de Hezbollah. Et il y a des vidéos qui circulent, vous êtes tout simplement, c'est aberrant. On voit des convois de camions qui passent la frontière libanaise pour la Syrie, accompagnés par des véhicules militaires sous l'allégeance de Hezbollah pour passer en Syrie. Vous dites, OK, d'accord, on fait passer des camions avec des denrées du Liban en Syrie, c'est bien, on exporte. Mais non, ces denrées-là sont achetées avec de l'argent libanais. Et donc, au lieu d'arriver sur les marchés libanais, elles sont acheminées en Syrie et là-bas, ce sont les gens qui achètent. Donc, c'est deux fois je dirais, un gain énorme que Hezbollah est en train de faire et il n'a aucun intérêt à ce au Fonds monétaire international qui doit intervenir pour sauver le Liban économique, dit OK, vous voulez qu'on vous aide 10 milliards de dollars, fermez d'abord les frontières, assurez les frontières et écartez Hezbollah. Alors, à ce propos, la semaine dernière, le chef du parti Katayeb, anti-Hezbollah, a évoqué cette situation en déclarant, je cite, « Personne n'a le droit
de nous pousser vers une situation que nous ne voulons pas, et personne n'a le droit de nous imposer un style de vie que nous ne voulons pas. Et il faisait en fait allusion à la fois au Hezbollah et à ce dont vous parliez, les contrebandes de produits vers la Syrie qui profitent à certains. Et il a ajouté en plus, je cite donc ce chef du parti Kataïeb, le Liban ne veut pas être isolé, ne veut pas être coupé de l'Occident, et du monde arabe et du monde entier. Il faisait donc allusion à la mainmise sociopolitique du Hezbollah sur la région. Tout à fait. Donc, la réalité est la suivante, que depuis 2006, donc c'est l'accord stratégique qui a été signé entre Hezbollah et Michel Aoun à l'époque, qui revenait de son exil de France. Petit à petit, Hezbollah s'est emparé des organes de l'État et aujourd'hui, c'est lui qui gère, je dirais, qui gère le Parlement, qui gère le gouvernement, et qui a choisi les portefeuilles qui lui sont les meilleurs, comme par exemple le portefeuille de la santé, où il y a des millions et des millions, des centaines de millions de dollars qui s'acheminent vers des cibles visées par Hezbollah et non pas, je dirais, vers le public libanais. Il y a, je dirais, une situation aberrante où vous êtes en train d'exprimer, je dirais, le ressentiment du parti Kataeb. Donc, il y a aussi… Il n'est pas le seul, tout le monde est mécontent. Les forces libanaises, il y a les sunnites, tout cela, je dirais, toute cette foule politique est en train de se réveiller. Et on approche petit à petit d'une confrontation militaire, on repart, je dirais, vers une guerre civile telle qui a été amorcée en 1975. Je vous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière est très indicative de ce qui va se passer au Liban. Il y a eu des manifestations depuis octobre où Hezbollah a essayé de casser, a envoyé ses sbires pour essayer de forcer les manifestants de se disperser. L'armée est intervenue. Pour l'instant, il semblait que c'était assez calme. Donc, la période aussi du corona a calmé les esprits. Et puis, du coup, ça s'est réveillé. Les manifestations se sont réveillées. Et samedi dernier, je dirais, c'est la pierre d'achoppement de l'avenir du Liban. Les manifestants ont été opposés par les sbires de Hezbollah et qui criaient des insultes à propos de Aïcha, la femme préférée du prophète. Ce culte-là d'insulter, de blasphémer, je dirais, la femme du prophète fait partie, je dirais, du credo religieux chiite, mais ça se fait au sein des mosquées chiites et non pas en pleine rue et non pas contre des manifestants sunnites. Et cela a créé une tension énorme où déjà des coups de feu ont été échangés dans les mêmes endroits où a éclaté la guerre civile en 1975. Donc nous sommes là, je dirais, au bord de la faillite du système libanais où les gens se préparent à une confrontation et on sait très bien que Hezbollah est capable de prendre les choses en main et comme il l'a fait en 2008, s'emparer de Beyrouth en 3 jours, il peut le faire de nouveau. Donc nous sommes là, je dirais, vers une situation assez tendue et les événements, je dirais, vont se dérouler assez rapidement bientôt. C'est d'autant plus le cas que face à ces manifestations, ce mécontentement, mais aussi face aux décisions qui ont été prises, on va en parler, par les Américains contre la Syrie, qui touchent indirectement le Liban, des sanctions économiques. Nasrallah a fait un discours il y a quelques jours, la semaine dernière, un discours très virulent, dans lequel il a donc pris à partie ce mouvement en disant que la résistance armée pour notre peuple, je cite, fait partie de sa culture et d'une doctrine stratégique qui a de profondes racines, bien plus que certains ne l'imaginent. Et il a ajouté, il est de la responsabilité de toutes les forces politiques et religieuses que notre pays ne tombe pas dans le chaos, un chaos, disons, sectoriel et une lutte politique. Et puis surtout, il a dit, en évoquant ce que vous disiez, c'est-à-dire des possibilités de guerre civile, que toutes les options étaient sur la table. Et surtout, il a ajouté, je cite, parce que ça fait quand même un peu plus peur, il a ajouté ceci, à tous ceux
qui nous disent de rendre nos armes et de, si j'ose dire, je traduis vulgairement, de crever avec nos armes ou alors de crever de faim. Eh bien, je dis que nos armes, nous les garderons. Et de ceux qui vont demander ça. Voilà, et nous n'aurons pas justement faim, et nous vous tuerons, et nous vous tuerons. Il a répété cette phrase 2 fois, ça s'adressait évidemment à l'encontre des manifestants. Tout à fait, tout à fait. Donc, Hezbollah se sent visé, et de plus, je dirais, essaie de prouver par des sérénades qui ont été, je dirais, recyclées à force, que les cibles les cibles de Hezbollah sont toujours vers Israël, alors que le public libanais, l'audience politique libanaise a cessé de croire, je dirais, les avatars de Hezbollah. Hezbollah se bat en Syrie, se bat en Irak, se bat au Yémen, se bat un peu partout dans le monde arabe, et naturellement, ce n'est plus la résistance, soi-disant la résistance libanaise face à l'occupation israélienne qui n'existe plus au Liban. Donc, les Libanais se posent la question, à quoi servent les armes de Hezbollah? Il faut le désarmer, parce que si on ne le désarme pas, il n'y aura pas de réforme politique dans le système politique libanais. Et ce, naturellement, Hezbollah vise très clairement à créer au Liban, vous n'allez pas le croire, mais une république islamique, je dirais, façonnée au modèle iranien et naturellement inspirée par le modèle iranien. Donc tout ça est très clair. Le malheur est ce que les chrétiens sont, comme dans le passé, divisés. Il y a ceux qui sont avec Hezbollah, donc c'est le président Aoun avec son parti patriotique qui est avec Hezbollah, et l'opposition comme les Kataeb, les forces libanaises et les sunnites. Donc nous sommes là, je dirais, si la communauté ou si la chrétienne était plus unie, il y aurait eu une différence sur le terrain. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors pour terminer, en ce qui concerne ce volet libanais, que va faire d'après vous, vous êtes un expert de la scène libanaise et syrienne, que va faire le Hezbollah par la surenchère verbale face à ces protestations qui s'accumulent? Est-ce qu'on risque vraiment, à nouveau, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, d'aller vers une guerre civile ouverte, puisque le Hezbollah ne se laissera pas déposséder de ses armes ni de son pouvoir? Écoutez, c'est très simple. Tout commence et se termine par l'économie ici. Le Fonds monétaire international a demandé à faire des réformes au Liban. Les réformes se basent sur la clôture, la fermeture des frontières entre la Syrie et le Liban et le contrôle de l'État libanais de ces frontières maritimes, aériennes et naturellement terrestres. Si cela ne se fait pas, et ça ne va pas se faire, Hezbollah s'oppose à cela, donc on aboutit automatiquement à une confrontation. Cette confrontation est une question de temps. Nous sommes ici, je dirais, nous dirigeons vers une confrontation d'une guerre civile au Liban qui ne va pas tarder, et malheureusement, elle va tout simplement retarder tout le système libanais et le ramener 30 ans en arrière au moins. Alors, la situation économique s'empire encore en Syrie, où la livre syrienne, qui valait l'an dernier 700 livres pour $1, en vaut maintenant 3500 livres syriennes pour $1. Et un fait aggravant, de nombreux Syriens des classes aisées et moyennes avaient placé leur argent dans les banques libanaises il y a quelques mois, pensant qu'ils pouvaient mettre de l'argent à l'abri. Or, on vient de constater que la situation, la dévaluation de la livre libanaise est catastrophique. Et donc, il y a une situation terrible qui, d'après vous, est-ce qu'elle peut être redressée en Syrie? Écoutez, la contagion libanaise est passée en Syrie. C'est le virus libanais qui est passé en Syrie. L'économie syrienne qui vivait sur, je dirais, au dos de l'économie libanaise, qui profitait, je dirais, du fait que les Libanais, l'économie libanaise servait, je dirais, de tremplin aux Syriens, servait aussi de moyen de contact avec le monde extérieur. Aujourd'hui, naturellement, elle est coupée parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent au Liban pour acheter à l'extérieur. On est en train d'utiliser les réserves de la Banque centrale pour continuer à survivre. Ce qui s'est passé, et ce qui est assez unique en Syrie, c'est, rappelez-vous, en 2011, la guerre civile syrienne a commencé à Souaïda, dans la ville, à majorité druze, au sud-est de la Louara, c'est ça? Souaïda. D'accord. Donc c'est au sud-est de la Syrie, face à la frontière jordanienne.
Et de là, je dirais, a commencé à l'époque la guerre civile. Et aujourd'hui, je dirais, les manifestations, les premières manifestations contre Bachar el-Assad ont repris de là-bas, alors que la situation devait en fait être contrôlée par les sbires de Hezbollah et par les milices pro-iraniennes sur le champ. Donc, ce qui fait que les Syriens sont en train de se décharger, de se débarrasser, de se dégager, je dirais, de cette emprise-là. Et c'est là le vrai problème du président Bachar el-Assad. Alors, fait encore plus aggravant pour le régime Assad, voilà quelques jours, les États-Unis ont instauré à la mi-juin de fortes sanctions économiques contre son régime et la quarantaine de sociétés ou d'individus, de ticônes, on peut dire, qui profitent de cette situation de spéculation et de corruption d'État pour s'enrichir. D'ailleurs, comme la femme, l'épouse d'Al-Assad lui-même, Asma el-Assad, un train de sanctions qui entre dans le cadre d'un de mesures qui avaient été votées par le Congrès en décembre dernier, qui s'appelle le Kaiser Syria Civilian Protection Act, en français l'acte César de protection civile de la Syrie. Alors, de quoi s'agit-il exactement? La seule chose que je sais, entre autres, c'est que ce nom a été donné parce que c'est pour honorer un journaliste ou quelqu'un qui avait pris 55 000 clichés des violations des droits de l'homme et des horreurs qui interviennent dans les prisons syriennes. On a donné donc à ce train de mesures économiques le nom de ce personnage pour faire le lien entre les violations des droits de l'homme par le régime Assad et le train de sanctions prises par les États-Unis. Et ma question, c'est de quoi s'agit-il exactement dans cet acte et pourquoi les États-Unis maintenant ont-ils pris cette décision? Écoutez, comme toute chose à son temps, finalement, les Américains se sont réveillés à la réalité syrienne où il y a plus de 600 000 morts qui ont été tués par le régime, par cette guerre civile, où 6 millions de Syriens se retrouvent comme réfugiés à l'extérieur et créent un problème face à l'Europe, face à la Turquie et naturellement face au Liban. Rappelez-vous, au Liban, il y a 20% des habitants qui sont de réfugiés syriens au Liban. Donc, ce qu'Obama avait étouffé, soi-disant, avec cette célèbre ligne rouge pour éviter une confrontation avec le régime syrien, l'administration Trump a décidé de se battre sur toute la ligne. Donc, elle a ciblé des hommes politiques syriens, des hommes qui sont à la merci et qui servent Hezbollah. Et tout cela est avec une série de sanctions économiques qui essaient, je dirais, de désarçonner Bachar Assad et de l'obliger à accepter le dictat russe de quitter le pouvoir et d'être remplacé. C'est ce que les Russes veulent parce qu'ils savent que les Russes sont très, très conscients de ce que les Américains sont en train de faire et ils sont incapables de gérer la situation à la place des Américains. Et de plus, les Russes sont très perturbés par l'interférence, je dirais, des Iraniens et de leur influence sur le régime syrien. Donc, ce qui se passe aujourd'hui entre la Syrie et les Américains convient très bien aux Russes et les Russes laissent faire les Américains qui ont ajouté aux personnalités syriennes des personnes de haut niveau au Liban, inclus le gendre du président libanais Michel Aoun, qui était le célèbre ministre des Affaires étrangères Gebran Bassil. Alors, justement, dans une situation économique déjà catastrophique, avec 80% de personnes au-dessous du seuil de pauvreté, il n'y a plus de classe moyenne en Syrie, 20% au moins d'inflation, 10 millions de réfugiés, voire plus, dans toute la région et aussi jusqu'en Europe. Cet acte américain, ces sanctions, frappent-ils seulement les spéculateurs, les riches, pour les pénaliser, mais aussi, d'après certaines analyses que j'ai découvertes ces derniers jours, on reproche à ces sanctions de frapper le peuple syrien aussi. Écoutez, les Américains, comme je vous l'ai dit, ont tout simplement étalé toute la gamme. Donc, pour essayer de forcer le régime, ils sont en train de se rabattre sur ce qui reste du public ou de l'audience syrienne qui était avec Bachar Assad. Rappelez-vous, les Druzes syriens sont avec le régime alaouite, les chrétiens syriens sont avec le régime alaouite, des généraux alaouites et des généraux druzes et chrétiens assyriens et autres sont toujours au service du régime.
Aujourd'hui, avec ces sanctions-là, les gens vont commencer à penser autrement. Donc la pression va venir du bas et déjà on voit les premières répercussions avec la lutte intestine qui se passe au sein de la famille entre guillemets royale, entre Bachar Assad et son cousin Rami Makhlouf. Donc, on essaie, je dirais, de se réorganiser ou de parer, je dirais, au coup américain. Et à mon avis, c'est très difficile, ça sera difficile. La Syrie n'est pas l'Iran. La Syrie n'a pas les capacités de l'Iran, n'a pas l'économie de l'Iran. Les champs de gaz et les champs de pétrole sont toujours aux mains des Kurdes au nord-est du pays. Le pays lui-même est sous la, je dirais, sous l'emprise iranienne. Donc, ce qui fait que le peu d'économie qui reste est incapable de survivre, je dirais, à une série de sanctions qui va commencer qui a commencé déjà et qui va continuer à être beaucoup plus sévère dans le prochain avenir. Des sanctions et probablement des soulèvements, puisque d'après des témoignages qu'on peut trouver en ligne, il y a aujourd'hui non seulement, d'après les chiffres, une situation dramatique au plan de la pauvreté, mais les parents n'arrivent plus, semble-t-il, à trouver de denrées pour nourrir leurs enfants, leurs nourrissons. Et on parle même, il y a eu 2 témoignages que j'ai recueillis, et y compris celui d'un journaliste pro-Assad, pas seulement des réfugiés qui évidemment ont une certaine vue biaisée, mais qui concouraient à dire que certains parents, pour pouvoir nourrir leurs enfants, étaient prêts à faire des dons d'organes, ce qui est quand même une situation atroce. Mais ça c'est un commerce qui existe depuis déjà des années. On vend des reins à qui veut acheter en Syrie. Donc, il n'y a rien de nouveau dans cela. Ce qu'il y a de nouveau, malheureusement, et c'est très malheureux, ce sont les vidéos qui circulent où les pères de famille qui n'ont plus les moyens de subvenir à leur famille sont en train de verser du pétrole et de se faire brûler. Des immolations face au smartphone. Tout simplement pour vous dire combien est-ce que la situation est difficile. Eh bien, écoutez, en espérant que, d'une certaine manière, cette longue guerre civile qui dure depuis 2011, presque 10 ans, trouvera une solution. On n'en est vraiment là. Présence russe massive, sanctions américaines, le bras de fer continue en Syrie. Je vous remercie, Jacques Neria, nous avoir donné du temps, et je vous dis à bientôt pour le suivi de ces dossiers de manière aussi pertinente. À bientôt et merci. À bientôt. Merci.